ce même courtier, une semaine plus tard, ayant compris le message, évalue la maison à 4,2 millions. Mais mec, 900 000 francs de différence. Le même courtier, la même maison, les mêmes propriétaires. 100 000 francs de plus, ça vous dit? Eh bien, si vous les cherchez, ils pourraient bien se trouver entre les lignes d'un contrat de vente immobilière caché sous le gros poil dans la main de votre courtier. C'est du moins la conviction profonde de Patrice Chauffa, CEO de Bestag, qu'on rencontre aujourd'hui. Dans son livre au titre provocateur, cet entrepreneur roman expatrié à Zurich nous plonge dans des scénarios complexes où il épluche, à chaque étape du processus de la vente immobilière, les pièges, les meilleures pratiques et les astuces pour tirer le maximum de ces transactions ultra importantes dans votre vie. Il nous explique comment identifier les bons courtiers des beaux parleurs, s'assurer qu'ils travaillent vraiment dans notre intérêt et comment trouver, et ça c'est souvent le nerf de la guerre, le juste prix de votre bien. Si ça vous parle, likez, abonnez-vous et jetez aussi un œil à Basis Point en anglais, parce que oui, c'est pas parce qu'on parle pas français qu'on n'a rien à dire. Au milieu de tout ça, à quoi sert vraiment sa société Bestag et pourquoi un type destiné à une grande carrière dans la finance a lancé il y a 8 ans une start-up avec un modèle qui jusque-là n'existait même pas? Allons lui demander. Franchement Patrice Chauffa, le moment où vous avez réalisé que les vendeurs perdaient beaucoup trop d'argent et qu'il fallait faire quelque chose, c'était quand? Je me suis rendu compte en voyant 2 transactions qui étaient assez proches de moi, hein, une fois dans la famille, une fois un ami, que dans la structure actuelle, le système actuel, il y avait des incitations un peu bizarres, des choses un peu bizarres qui se passaient, et qu'a priori, certaines ventes étaient extrêmement mauvaises. Bizarre, expliquez-vous. Un courtier qu'on a mandaté pour vendre sa maison, et c'était dans le cas d'un ami, qui négociait mon ami à la baisse. Et ça, pour moi, c'était un red flag, tout de suite. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est louche. Et tout au début, c'était qu'une sensation. Celui qui était mandaté pour vendre la maison de votre ami, essayait de la vendre moins cher. Pourquoi? Pour se simplifier la vie? Il y a beaucoup de bonnes raisons qui pourraient amener à cet état de fait. Mais on a quand même tendance à se dire, tiens, ça serait plus facile à vendre à 1 million qu'à 1,2 million. Et donc, pour moi, c'était louche. Et ça m'a donné envie de mettre une grande loupe dessus. Et en mettant une grande loupe dessus, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le processus de vente, il y a énormément de choses bizarres, louches, suspectes, red flag qui se passent. Et en fait, ça m'a motivé à créer une boîte, puis à écrire un livre. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis en croisade. Et au sujet de la banque immobilière, je dirais, il y a une excellente nouvelle et une horrible nouvelle. Bonne, mauvaise. L'excellente nouvelle, si vous voulez, c'est que si vous avez acheté votre bien immobilier il y a 20-25 ans, comme monsieur et madame Suisse, et que vous le vendez aujourd'hui, vous avez touché le jackpot. Vous avez acheté un appartement en ville de Genève pour 1 million il y a 20 ans, ou il y a 25 ans. Aujourd'hui, il en vaut 2, et donc, vous touchez le jackpot. Par contre, le problème, c'est que vous ne savez pas s'il en vaut 2, ou 2,2, ou 2,4. Et suivant comment, vous allez le vendre à 2,2, et vous ne savez pas qu'en fait, il en valait 2,5. Chiffre que je n'avais même pas mentionné, on ne pouvait même pas s'imaginer que ça soit peut-être le cas. Mais il y a des indices d'évolution des prix, du prix au mètre carré, jusqu'à même par commune. Donc on devrait pouvoir savoir combien vaut notre appartement ou notre maison. On devrait pouvoir savoir. Les banques s'appuient sur 2 logiciels qui font des évaluations dites hédonistes. Donc toutes les banques suisses ont un de 2 logiciels sous licence. Il y en a 6 en Suisse, mais il n'y en a que 2 qui sont vraiment utilisés par les banques. Et ces 2 logiciels, on montre beaucoup de paramètres, ça donne une valeur. C'est super pratique pour calculer la valeur du collatéral d'une hypothèque. Or, ces 2 software leaders, ils sont en moyenne entre 10 et 15% l'un de l'autre. Donc, vous ne savez pas si c'est 2 millions ou 2,3 millions, parce qu'un de ces logiciels va dire 2 et l'autre va dire 2,3 millions. Et ces 2 logiciels s'appuient sur des données passées, ce qui fait que vous avez 3 à 6 mois de retard en plus sur le marché. Donc on devrait savoir, on pense qu'on sait. Beaucoup de gens pensent que le prix d'une maison, il dévie à peu près autant que le prix du litre de lait.
Bah, quelque part, c'est vrai, parce que vous pouvez acheter 1 litre de lait, suivant comment chez un retailer discounter, en banlieue, pour bien moins que ce que vous allez l'acheter, À l'aéroport. chez un autre. Mais on se dit: «Bah, c'est 20 centimes de différence». Non, quand on parle d'un bien immobilier, c'est 100 000, 200 000. C'est vraiment on pourrait peut-être donner une Ferrari au vendeur. C'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et donc, vous avez mis cette loupe sur ce fonctionnement, sur cette dynamique de courtage immobilier. Vous avez vu qu'il y avait des faiblesses à adresser et vous avez d'emblée créé Bestag. C'est une boîte qui a un fonctionnement et une proposition de valeur assez unique. Finalement, vous avez fait comment pour arriver à ce modèle très spécifique? Alors, quand on met la grande loupe, je dirais il y a d'abord deux grands findings. C'est que quand on met un bien immobilier en vente, une maison, une propriété, le prix final qu'on va obtenir va dépendre de la méthode de vente. Et ça, je dirais, ça s'appuie sur des études scientifiques. Il y avait une étude scientifique américaine qui est absolument substantielle, qui montrait que les courtiers qui vendent pour eux-mêmes, en nom propre, vendent 4% plus cher quand ils vendent pour des clients, en corrigeant pour tous les autres facteurs. Donc, le courtier peut, et je peux vous dire avec l'observation de 800 ventes avec Bestag, plus de 800 ventes avec Bestag, le courtier a un impact. La méthode de commercialisation, la stratégie, le pricing, tout ça a un impact sur le résultat final qui peut être de centaines de milliers de francs. Et ce qui est amusant, c'est que on sait ça, on voit ça, et d'un autre côté, on a une branche, le courtage immobilier, qui a extrêmement mauvaise réputation. Alors pourquoi? Parce que justement, il y a des motivations louches dans le courtage immobilier, celle de se considérer spécialiste pour tous les biens immobiliers de Suisse. Et on voit le Vaudois qui vend à Genève, le Genevois qui vend en montagne. Et il y a une autre incitation qui est d'évaluer à la tête du client. Si vous êtes mon client et que vous me mandatez pour vendre votre appartement, avant même d'avoir fait l'évaluation, je vais sous-évaluer cet appartement de façon stratégique puisque je suis juge et partie. Je mets ma barre et ensuite je dois la sauter. Pourquoi est-ce que je mettrais la barre à 1,80 m si je peux seulement la mettre à 1,20 m? Ah oui, donc moi je viens pour que vous m'aidiez à vendre la maison. Je vous dis combien elle vaut ma maison. Si elle en vaut 1,1 million et que vous me dites qu'elle en vaut 1 million, vous la vendez à 1,50 million, je suis hyper content. Alors qu'en réalité, j'ai perdu 50 000 balles. Exactement. Vous ne pouvez pas laisser la même personne juger de la valeur et faire la vente. Puisque c'est comme de mettre le niveau de performance et d'accomplir l'acte. Donc, il y a ce problème. En exclusivité, si je sais que vous m'avez déjà mandaté, je vais sous-évaluer tactiquement. Si je sais que vous avez parlé avec 5 différents courtiers, je vais surévaluer tactiquement. Pourquoi est-ce que je vous dirais qu'elle vaut 1,1 million alors que je vois qu'elle vaut 1,1 million si je sais que je n'aurai le mandat que si je dis 1,4 million? Alors je dis 1,4 million, on a 6 mois sur le marché, ça ne se vend pas, mais entre-temps, vous êtes familier avec moi, vous vous dites tiens, il est compétent, vous allez décider de me garder comme courtier et ensuite on va commencer à baisser, suivant comment on va même rater le coche à la baisse et surtout un bien qui était 1,4 million, qui a été réduit à 1,1 million, quand finalement un acheteur se manifeste, il le sait et il va offrir 900 000 parce qu'il va se dire tiens, il est désespéré, etc. Donc la stratégie de prix, la stratégie d'évaluation, toutes ces choses sont des incitations à dévier du vrai prix. Et à travailler pour soi-même. On est dans une classique principal agent, comme dans beaucoup de choses en finance. Il y a quelqu'un qui a le risque financier et il y a quelqu'un qui effectue l'action pour cette personne. Or, la personne qui travaille pour l'agent, en principal agent, mais qui est aussi l'agent, le courtier, on appelle aussi agent immobilier, il a ses incitations propres. Et son incitation propre, classiquement, c'est d'avoir un maximum de compensation pour un minimum de temps d'effort. Et donc ça, c'est un peu la règle, ce qui fait que les comportements sont self-serving. Et donc, il faut, en tant que vendeur, en tant que principal,
il faut vraiment être sur ses gardes et l'effectuer de façon correcte. Ce que Bestack fait, en fait, c'est pas vraiment d'aider des clients à faire de l'argent, c'est d'aider les clients à éviter d'en perdre, finalement. Oui, parce qu'on peut faire plein d'erreurs. Il y a vraiment, si on devait faire un épisode de podcast par erreur, on pourrait faire 15 épisodes, on trouverait des erreurs où on dit tout a été fait juste, sauf on avait oublié que, et bam, 100 000 francs perdus. Et en fait, il n'y a qu'une façon de le faire vraiment juste. Et c'est là que vous m'avez demandé quel était le cheminement pour inventer. J'ai effectivement inventé la méthode Bestag from scratch, depuis zéro. Mais en fait, après l'avoir codifié, j'ai un cousin qui est dans l'immobilier, qui est manager de fonds immobiliers, qui m'a simplement dit « Mais Patrice, tu n'as rien inventé. C'est comme ça que les institutionnels vendent leurs biens immobiliers. » Ce qui est en fait, c'est rigolo parce que c'est une validation. Si les caisses de pension, si les fonds immobiliers, quand ils vendent un bien immobilier, le vendent de cette façon-là, ça doit être juste. Et en fait, c'est très simple, c'est 3 choses. C'est déterminer la valeur de la façon la plus objective et neutre possible, faire un appel d'offres auprès de courtiers spécialisés pour ce type de bien immobilier. Je dirais le 3e aspect qui est très important, c'est une compensation qui incite le courtier à défendre les intérêts du client. Et pour le choix du courtier, alors je dirais, on vient de faire la méthode des institutionnels en avance rapide, qui est effectivement aussi la méthode Bestag en avance rapide. Bestag, depuis 2018, de façon semi-légale, il faut bien le dire, collectionne toutes les données de toutes les annonces en ligne qu'on peut voir. Et donc, on est capable de dire, pour tous les courtiers, quel est leur portefeuille et quelle est leur performance dans un type de bien donné. C'est-à-dire, performance, qu'est-ce qu'on peut voir si on voit les annonces en ligne et qu'on ne voit pas les prix effectifs des transactions. On peut voir le temps d'insertion, on peut voir le pourcentage des insertions qui n'ont pas été à succès, c'est-à-dire si le chemin des oisillons 11 est avec Bernard le courtier qui disparaît, que l'annonce disparaît et qu'elle réapparaît 2 semaines plus tard avec Charles le courtier, on saura que Bernard ne l'a pas vendu. Donc on peut voir le taux de succès, on peut voir le temps d'insertion, on peut voir le nombre d'ajustements de prix, on peut voir les prix au mètre carré par rapport au benchmark local. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous indiquer la performance passée. Et sur base de portefeuille et de performance passée, on va pouvoir déterminer qui sont les courtiers les plus qualifiés pour un appel d'offres donné. Donc pour chaque maison, pour chaque appart en Suisse, on est capable de dire voilà les 3 courtiers les plus qualifiés. Dans les faits, on va parler il y a entre 3 et 5, 6, 7 par niche de marché, courtiers qui sont vraiment spécialisés. Par contre, dans cette niche, on va avoir 100 courtiers actifs. Et sur ces 100 courtiers actifs, il y en a 60 qui ont un bien immobilier de ce type à vendre. C'est le courtier basé à Nyon qui vend un appart en ville de Genève, qui n'a aucune idée du pricing, qui n'a pas une liste de clients pour déjà amorcer la pompe de négociation de prix, qui va dans le doute dire non quand on l'appelle un mardi à 5h de l'après-midi pour dire « Est-ce que je pourrais visiter aujourd'hui à 6h30 ?» Il est à Nyon, il fait « Là, ça ne va pas être possible. » Donc, que des facteurs qui font que sur les 100 courtiers actifs, il y en a 60 qui, en fait, ne sont pas qualifiés. Donc en fait, vous, ce que vous faites, c'est vous aider le vendeur à disqualifier tous ces gens qui ne pourraient pas faire le job de façon convenable. Et on trouvait 3 qui sont dans la crème de la crème, qui ont plus de 3 biens de ce type en vente à ce moment ou dans les 2 années passées, etc., qui vont être très à même d'évaluer sur base, non seulement sur base de l'appartement, mais qui vont lui rendre visite à l'appartement et dire tiens, moi j'ai 3 acheteurs qui veulent ça, j'ai même un acheteur qui s'est positionné pour un bien moins bien que celui-là, mais pour un prix supérieur à l'évaluation actuelle, ça va aller tout seul. Donc ce genre de choses est très importante puisque c'est ça qui va modifier légèrement de 3, 4, 5%, 10% le prix de vente de ce bien immobilier.
Et donc avec tout ça, vous vous êtes dit, je vais écrire un livre avec, alors je cite la RTS quand vous étiez sur leur plateau récemment, un titre un brin provocateur, 100 000 francs de plus, ça vous dit? Alors déjà, oui. Et expliquez-nous du coup la démarche de ce bouquin. Pourquoi ce bouquin et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des histoires croustillantes, des histoires d'horreur, des exemples à ne pas suivre. C'était quoi l'idée derrière ce bouquin? Ce bouquin, tout comme Fonder Bestag il y a 8 ans, c'est un peu ma croisade. C'est ma croisade contre la mauvaise vente, c'est une profession de foi, c'est aussi comme ma femme le dit, ma femme il me dit t'es quand même la seule personne qui fonde une boîte pour prouver au reste du monde que tu avais raison. Et ce qu'il y a dans ce bouquin, en fait, c'est dans une intro et 8 chapitres, au pas par pas, comment marche vraiment la transaction immobilière pour particuliers avec vendre ou ne pas vendre, vendre ou louer, avec vendre soi-même ou vendre accompagné d'un courtier, avec le choix du courtier, avec le contrat de courtage, avec les stratégies de mise en vente, avec des nouvelles techniques comme le home staging, rénover ou pas rénover. Il y a vraiment, ça prend pas à pas tous les aspects. Vous adressez tous les écueils possibles que vous aviez cités en début de conversation en fait. Exactement. Et je dirais de façon la plus factuelle possible, avec des exemples vrais, simples, enfin simplifiés, souvent anonymes bien sûr. Les 2 derniers chapitres du bouquin, c'est qui est Patrice Chauffarin et que fait Bestag. Mais je dirais, pour quelqu'un qui me disait « mais ce livre, est-ce que c'est simplement une brochure ?» Je fais « non, c'est vraiment pas une brochure. C'est 18 mois de travail, c'est des centaines et des centaines de ventes d'expérience qui vont dans la sagesse dans le bouquin. » Je travaille un deuxième bouquin, beaucoup plus court, avec 6 histoires d'horreur, des vraies histoires d'horreur. Le frère trahit la sœur, l'avocat trahit les clients, ce genre de choses. Faut le vendre à Netflix, ça. Peut-être, qui sera peut-être plus viral, mais le premier livre, c'est vraiment, c'est plus un bouquin d'uni qu'un truc à scandale. Alors justement, est-ce qu'il y a des occasions où Bestag a pu justement sauver quelqu'un d'une situation vraiment compliquée? Alors, c'est jamais une situation compliquée, puisque les gens ont tous en main le ticket de loto gagnant. Mais je pense qu'il y a surtout 2 anecdotes qui me font plaisir à raconter. L'une, et c'est un cas ultra typique, il y a 4 cas ultra typiques. Il y a la personne qui vend son appart, qu'il avait acheté jeune pour acheter quelque chose de plus grand. Il y a le divorce, il y a la succession et il y a les empty nesters. Il y a le vieux couple dont les enfants ont quitté la maison qui doit réduire parce qu'il y a trop d'escaliers ou il y a trop besoin de la voiture. Là, dans ce cas-là, c'était un jeune qui upgradait, qui avait reçu les fonds propres pour s'acheter un appart dans la banlieue lausannoise de son père et qui, au moment de vouloir s'acheter plus grand avec sa femme, vend cet appart et se précipite chez un courtier à frais fixes, puisque c'était la mode, et se trouve avec une évaluation à 850 000, et on lui dit elle est peut-être un peu en dessous, mais ça va monter, il y aura une enchère. Et alors, le bien se retrouve photographié, belle brochure, en vente, 3 jours sur HomeGate. Red flag sur HomeGate, pourquoi? Le red flag, c'est que ça ne soit resté que 3 jours sur HomeGate. Un bien qui est retiré trop vite, c'est souvent un bien qui a été commercialisé trop bas. Et si demain, si vous mettez quelque chose sur HomeGate aujourd'hui et que demain vous avez 5 acheteurs, ça veut dire que out there il y en a 100 qui l'achèteraient à ce prix-là et que donc vous êtes mal parti. Et pour preuve, quand il a dit à son père je vais vendre à 1 million, son père lui dit ça me semble un peu faible comme montant. Et d'ailleurs, moi, j'ai vendu avec une boîte super et il leur a recommandé de venir nous consulter. On a estimé l'objet à 1,2 million. On n'a pas regardé l'appart et oh non, ça doit valoir 1,2 million.
On a fait 2 estimations avec ces outils bancaires. On a fait venir les 3 courtiers les plus compétents et on est arrivé à un consensus comme quoi la valeur c'était 1,2 million et ça a été vendu à 1,225 million dans le mois ou le mois et demi. Et donc, on voit bien que 200 000 francs quand même. alors même que la première commercialisation, tout avait l'air d'être juste. On a fait une belle brochure, on a mis en ligne, c'est-à-dire on a mis sur le marché, on a eu des offres, on a fait une enchère avec les offres, tout est juste. Mais avec le faux prix d'ancrage dans une enchère, en fait, ça c'est une espèce de vérité générale. Si quelque chose est en vente à 100, personne n'a envie d'offrir plus que 115 ou 120 dans une enchère. Parce qu'on se dit, c'est dans les tripes, hein, à 15 ou 20% de plus que le prix demandé, je commence à être en train... Je paye une prime parce que ça me plaît, mais intuitivement, je sais que c'est plus objectif. Alors que c'est uniquement un biais psychologique, puisque le prix d'ancrage est complètement arbitraire. Et c'est là que si, dans cette commercialisation, le prix d'ancrage avait été mis à 1,150 million, ça aurait probablement été très bien vendu. Sauf que la découverte du prix, elle ne fait pas partie des responsabilités que se donne un courtier à frais fixes, par exemple, qui, de toute façon, se dit moi, je touche X, j'évalue à 1, je vends à 1,1, si ça vaut 1,5, je me fous. Tant que ça passe, je fais ma com. Un deuxième exemple, qui est très intéressant aussi, on avait un couple qui divorçait et qui avait une maison avec vue sur le lac de Zurich, un peu éloignée dans le canton de Schwyz. C'est un petit peu le paradis fiscal pour les gens qui travaillent à Zurich. Et cette maison, l'intuition de ces 2 divorcés, ça a été d'aller vers l'agent qui leur avait vendu la maison 6 ou 7 ans plus tôt, qui leur avait vendu la maison à 2,8 millions. Et donc, ils appellent cet agent, il vient faire l'évaluation et il l'évalue à 3,3 millions. Et le couple de divorcés, pour une fois, ils étaient d'accord, ils se sont dit, quand même, par rapport à ce que je vois sur les portails, ça a quand même l'air pas très élevé. Ils font un check auprès de Bestag, on fait 2 évaluations type bancaire, hédoniste, et on fait venir 2 autres courtiers pour faire l'évaluation, et on rappelle le courtier qui avait fait cette évaluation à 3,3 millions, et on lui dit, tu es maintenant en compétition, tu as peut-être le mandat, peut-être pas, le couple te trouve a priori sympathique, combien vaut cette maison? Et là, ce même courtier, une semaine plus tard, ayant compris le message, évalue la maison à 4,2 millions. Mais mec. 900 000 francs de différence. Le même courtier, la même maison, les mêmes propriétaires. Mais c'est un aveu de travail mal fait, en fait, de revenir avec une évaluation aussi différente. Et contre mon avis, il a eu le mandat. Ouais. On vit en plein délire, mais il a eu le mandat. Et la maison a été vendue à 4,5 millions. C'est incroyable, quand même. Incroyable. Dans la sélection des courtiers, est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on peut courir à part qui vendent un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu vendre? Dans la sélection des courtiers, il y a 1 ou 2 risques dont j'ai déjà parlé. Si vous êtes en pleine sélection et que vous avez décidé de faire la sélection la plus rigoureuse possible et que vous faites venir 20 courtiers, vous allez avoir tendance à avoir une surenchère. Parce que chaque courtier qui va venir va vous dire vous pensez qu'il vaut combien? 1,2 million? Non, je pense à 1,250 million, c'est possible. Parce qu'ils savent que le dernier prix aura le dernier mot. Donc ça, c'est un des risques. Dans la sélection du courtier, si vous avez quelqu'un de local qui a plusieurs biens similaires en vente, qui vous a montré des brochures de commercialisation et qu'elles sont belles, qu'elles donnent l'appétit d'acheter ces propriétés, en principe, vous êtes bon. Et après, d'un point de vue contractuel? D'un point de vue Il y a contractuel... des pièges à éviter D'un point de vue contractuel, si on reprend un bien qui vaut 1,2 million, mais dont les courtiers aimeraient bien le vendre à 1 million, il y a une grande classique, c'est le prix minimum. C'est-à-dire que vous allez voir un document de commercialisation,
un contrat de courtage, document, qui va avoir en gros marqué dessus « Estimation du bien 1,2 million ». Et en page 3, ça sera marqué « Estimation 1,2 million, prix de commercialisation 1,250 million, prix minimum 1 million ». C'est marqué ça en page 3, vous y prêtez peu attention. Et en page 4, c'est marqué « La commission est exigible si le courtier amène un acheteur avec preuve de financement et offre ferme au prix minimum ». Et donc, du coup, en relisant bien le contrat, vous allez vous rendre compte que la seule valeur de votre bien qui est partie du contrat, c'est le prix minimum. Or, le prix minimum, il est marqué en petit, illisible, page 3, mais en fait, c'est le seul qui grippe, c'est le seul qui a un impact. Qui n'aura même jamais été verbalisé ou discuté. Souvent, même pas verbalisé, même pas discuté. Ça, c'est le problème qu'on rencontre, parce que la vente immobilière, c'est ce que les marketeurs appellent OIAL, Once in a Lifetime. Comme c'est pas forcément Once in a Lifetime, la plupart des gens qui sont parmi les 30% qui possèdent de l'immobilier vont vendre 2 fois dans leur vie, mais c'est avec tellement d'écart. Ah ouais, j'ai vendu il y a 25 ans, mais oui, alors vous n'avez rien appris de ce que vous aviez fait il y a 25 ans. Et du coup, vous allez faire les mêmes erreurs. Donc, ce once in a lifetime, les gens se font avoir puisque c'est la seule fois qu'ils le font. Ils ne se rendent même pas compte. Il y a des gens qui se rendent compte quand ils sont dans le processus, mais c'est trop tard. Chez Bestag, on a une demande tous les 2 mois de quelqu'un qui s'est fait avoir par le prix minimum. Et je ne plaisante pas. C'est des gens qui viennent dire « Alors moi, je suis déjà en train de vendre, puis j'ai une offre, puis j'ai un courtier qui me demande ça comme, mais en fait, on n'est pas encore au prix évalué. » Et c'est là qu'on leur dit « Vous vous êtes fait avoir à la clause du prix minimum. » Et alors ensuite, il faut voir comment on s'en sort, mais parfois, le mieux, c'est de négocier une sortie de ce contrat de courtage et de le relancer si on a de bonnes raisons de croire que la valeur est effectivement supérieure à ce que demande ce courtier. Tous les courtiers acceptent de travailler avec Bestag et inversement, est-ce que vous acceptez de travailler avec tous les courtiers? Un des trucs dont je voulais parler quand vous m'avez posé la question au sujet du livre, c'est les supposées innovations de notre marché à l'heure actuelle. C'est le courtage au forfait, prix fixe, discount. Il y a prix fixe, il y en a 2 ou 3, mais il y a plein de courtiers discount out there. Et l'autre innovation, c'est des beaux sites avec des belles brands, et l'UBS le fait même maintenant, donc, qui proposent une comparaison de courtiers. Or, ça n'est pas vraiment une comparaison de courtiers, c'est plutôt un « donnez-moi vos contacts, je les envoie à mon contact courtier à Fribourg ou à ceci ou à Grange-Marnan. Et ce courtier-là, il va recevoir le lead, il va recevoir le prospect comme ça, vraiment en straight through, comme on dit en bon anglais. Et le courtier va céder la moitié de sa com à la personne qui lui apporte l'affaire. Et donc, dans cette innovation, en fait, on n'a que des tocards, parce qu'à 50% de la com, aucun courtier ne travaille. Bestag prend une portion bien plus modeste de la commission de courtage, et ça a pour avantage que les leaders du marché travaillent avec nous. Il y a quelques courtiers qui ont décidé de ne pas travailler avec nous, mais c'est vraiment une goutte de l'océan. Donc la plupart des courtiers travaillent avec nous puisqu'on prend entre 25 et 30%, suivant les régions, suivant où c'est, etc. Et comme les courtiers travaillent avec nous, on peut avoir les meilleurs et donc le système marche. Par contre, notre business, il est difficile. On doit travailler dur parce qu'on prend moins de marge. Et peut-être un autre point, si tout le monde accepte de travailler avec nous, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on a une base de fans auprès des avocats qui, ayant vu notre façon de travailler, ne veulent plus que travailler avec nous pour des divorces et successions, parce qu'ils trouvent que c'est objectif, parce qu'ils trouvent que ça satisfait l'instinct avocat d'avoir quelque chose de neutre, d'objectif, et où
Transparent. eux ont en tout cas pas mouillé leur veste pour recommander quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Et on est partenaire de l'Ordre des avocats vaudois. Hein. C'est pas tout le monde. C'est pas certainement pas une boîte de courtage biaisée un peu mahouillante qui aurait été acceptée par l'Ordre. Et donc, les avocats, on est vraiment des gens qui nous recommandent. Et ça, je pense que c'est bien. C'est aussi... C'est un garant de crédibilité, de transparence pour eux. Exactement. Et je dirais, côté client, l'effet positif, c'est que c'est très transparent. C'est-à-dire qu'on est payé par le client vendeur et c'est transparent et tous les courtiers payent pareil. Donc ils savent exactement où ils mettent les pieds tout le temps. Exactement. Et on ne va pas recommander Bernard au lieu de Charlie ou Charlie au lieu de Bernard parce qu'il paye plus. C'est transparent. Et je dirais, l'exemple, c'est si vous aviez vendu un bien à 1 million à 3% et que vous devez 30 000 de commission, vous allez payer 2 factures, une qui viendra du courtier pour 21 000 et une qui viendra de Bestag pour 9 000. Et en somme, vous serez à votre provision. C'est vous qui rémunérez les deux. Bestag travaille pour vous, pas pour le courtier. Alors que dans le cas de la plateforme d'apport d'affaires, elle travaille pour le courtier. Justement, ça doit avoir un effet rassurant. Savoir que voilà, vous avez fourni un service, ça ne va pas coûter plus cher au final au client, mais c'est lui qui vous paye pour le service que vous lui avez rendu. C'est pas tiens, je sors de ma poche et puis je te refile parce que tu m'as filé du business. C'était le courtage d'actions il y a 30-40 ans. Hein. C'était comme ça. C'est-à-dire que le gérant de fortune qui n'avait pas forcément de salle des marchés à disposition, dans une grande banque privée genevoise par exemple, il pouvait aller vers Crédit Suisse ou vers UBS, il disait alors c'est combien? Puis il disait ouais bah c'est 1% de courtage, hein, standard, il y a 40 ans. Et le banquier privé disait ouais mais si je te le donne, mon client paiera 1%, pas de problème. Mais moi, je touche combien? Et c'était la compète entre les banques qui ont des salles des marchés et qui faisaient de l'exécution de remplir les poches et ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Ça doit être transparent. Parlons du marché justement un petit peu. On est en Suisse sur un marché cher, saturé, pas beaucoup de construction, il y a des pénuries de logements. Et vous aidez les vendeurs à vendre plus cher. Donc finalement, si votre business marche, si votre service se généralise, vous allez simplement contribuer à l'exacerbation de la bulle immobilière. Alors, est-ce qu'on va voir une augmentation des prix qui est encore pire pour les acheteurs? Non. Parce que, comme on disait au début, Bestag empêche les gens de vendre au-dessous du prix. Le vrai prix du marché, il est déterminé par l'offre et la demande. Et en fait, l'augmentation des prix immobiliers en Suisse, elle est due uniquement au fait qu'il n'y a pas assez d'unités. Et la pénurie, je dirais, elle est généralisée parce que j'ai entendu certains arguments politiques. Quand on essaye d'empêcher qu'une maison, et ça se passe à côté de chez moi à Zurich, hein, on essaye d'empêcher qu'une maison, une vieille maison, il y a 3 familles locataires, soit détruite pour qu'on reconstruise 8 appartes. On dit ah mais ces appartes, ils sont trop chers pour les familles qui sont dedans maintenant. Ouais, mais si on met 8 familles là-dedans, ces 8 familles vont sortir d'autres appartements qui seront peut-être aussi trop chers, mais qui seront ensuite occupés par d'autres familles, etc. Et donc, c'est que des vases communicants. Et donc, in fine, le jour où on a plus d'unités que de gens qui veulent se loger, et on aura des prix qui vont baisser, et tant qu'on a moins d'unités que de gens qui vont se loger, tous les prix augmentent. Et c'est tous les prix. Ce n'est pas que les prix à la propriété. Quand il y a pénurie, c'est ce qu'on a vu sur ces 3 dernières années, les loyers augmentent. Pas les loyers des gens qui sont déjà locataires. Ils font non mais moi je suis locataire, je reste là où je suis, c'est bon, il y a des règles, on ne peut pas m'augmenter. Oui, mais chacun qui doit déménager, ces 2 apprentis qui se mettent en couple, qui veulent fonder un foyer, ils prennent une nouvelle location, bam,
Et les nouvelles locations, le prix des nouvelles locations, qui est vraiment le vrai marché de la location, il prend l'ascenseur parce qu'il y a pénurie. Et donc, in fine, la seule façon de le résoudre, c'est des questions de régulation, de zonage, de permis et d'une certaine manière de crédit, parce que l'on sait que le coût du crédit rend plus ou moins intéressante l'activité de construction et de promotion immobilière, mais elle n'a rien à voir avec la transaction retail. Concrètement, on manque de place ou on est juste régi par des administrations psychorigides? Il y a 2-3 réponses. 1, la place est limitée. 2, on s'est mis un corset législatif de limiter là où on a le droit de construire. On a décidé, avec des bonnes intentions, de mettre un certain nombre de régulations et de normes. Si vous rénovez, vous devez mettre à telle norme, telle norme, telle norme, telle norme. Ok, alors dans ce cas-là, je ne dois jamais rénover parce que l'incitation en termes d'investissement, elle a été détruite. Et donc, on a tout ce genre de choses. Et il faut voir qu'on travaille à 3 niveaux en Suisse, communal, cantonal, fédéral. Le niveau fédéral a dit aux communes simplifier, etc. Mais c'est un travail qui prend énormément de temps et qui a énormément... Si construire une maison, il y a beaucoup d'opposition et c'est difficile, faire un nouveau plan de zonage dans une commune, il y a autant d'opposition, voire plus, et il y a toujours quelques gagnants, donc tous les autres se considèrent comme perdants, et donc, même si les gagnants sont taxés, mais il y a opposition, et donc le processus législatif au niveau de toutes les communes est très très lent. Parce qu'en fait, il y a cette espèce de décalage entre nos intérêts macroéconomiques et nos intérêts personnels, individuels de notre précaré. Donc oui, plus de construction, mais pas chez moi. Oui, ça, mais je dirais à plusieurs différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a même des gens seraient super contents qu'on vienne construire même dans leur commune, mais il suffit qu'il y en ait un qui dise « non, mais pas d'air chez moi », pour que ça retienne la volonté de tous, etc. Donc les droits individuels sont respectés. À mon avis, on pourrait faire quelque chose avec les délais, parce que des procédures de consultation qui vont 1 an et demi, on pourrait dire que la procédure de consultation va que 12 mois ou 9 mois. Ce genre de choses, on pourrait y travailler, mais il y a une volonté politique, mais elle n'est pas très forte. Et la sanction politique au niveau électoral, je dirais, elle est pas immédiate parce que c'est tellement peu transparent le processus. Parlons maintenant un petit peu du contexte macroéconomique. C'est un marché toujours tendu, mais qu'est-ce qui va se passer avec les taux? Est-ce que le marché va être dynamique? À quoi s'attendre? Il y a un certain retour du dynamisme dans le marché immobilier je dirais là, sur la deuxième moitié de 2025, vraiment un certain retour. Les taux sont très bas. Au niveau historique, on était retour à la normale, puis on est revenu dans des taux pratiquement zéro, enfin pas zéro, mais pratiquement zéro. Donc le crédit est très bon marché, donc il y a vraiment une vraie demande. Par contre, il y a quelques déséquilibres, je dirais. L'un d'entre eux, c'est BAL 3, qui est en vigueur depuis 1 année complète. On a commencé à voir l'impact. Ça a eu beaucoup plus d'impact sur l'activité de construction, en fait, puisque pour une banque, c'est beaucoup plus onéreux en termes de capital de financer des projets, des gens qui construisent, ce genre de choses. Et donc, ce crédit réduit encore l'offre. Finalement, le crédit coûte plus cher à la construction? Pour la construction, oui. Ou est-ce qu'il est plus difficilement accepté? Et l'un et l'autre. C'est des termes un peu interchangeables puisque ça dépend de la politique de chaque banque. Mais en rendant le crédit plus onéreux, vous allez avoir un certain nombre de banques qui vont décider de ne pas accorder ces crédits du tout parce qu'on ne fait pas de business, ou de les accorder qu'à des taux où vraiment c'est pratiquement usurier. Et donc on a des gens qui aimeraient bien construire une maison mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès au capital externe dont ils auraient besoin. Et je dirais le deuxième aspect qui va être extrêmement intéressant maintenant pour les 24 à 36 mois à venir,
c'est l'impact de l'abolition de la valeur locative, de l'impôt sur la valeur locative, le jour où ça entre en vigueur, puisque c'est pas tant l'impôt, enfin, l'abolition de la taxe sur la valeur locative, elle n'a pas vraiment d'impact sur les dynamiques du marché. C'est simplement, il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir garder leurs biens alors même qu'ils sont à la retraite parce qu'ils n'ont pas besoin de payer cette taxe. Mais le vrai impact, c'est l'arrêt de la déduction, enfin, le stop de la déduction fiscale des rénovations qui va avoir un impact énorme sur le prix des vieilles maisons à rénover, le jour où ça rentre en règle, la difficulté de rénover sur les 12 à 18 mois juste avant l'entrée en vigueur. Donc on a un certain nombre d'artisans du bâtiment qui vont avoir les 2 meilleures années de leur vie et qui ensuite vont littéralement tomber dans un trou. Et donc ça va aussi avoir un impact prix qui ne sera pas instantané, puisque si vous achetez une vieille maison à retaper maintenant, vous allez pouvoir déduire vos rénovations encore jusqu'au 1er janvier 2028 ou 2029. La date n'est pas encore complètement arrêtée. Mais plus vous allez être proche de la date d'entrée en vigueur, plus les gens vont pouvoir dire bon, ben, si j'achète aujourd'hui, j'ai 6 mois pour rénover, j'ai 6 mois pour dépenser tout l'argent possible. Et un beau jour, les gens diront non, mais maintenant, si j'achète cette maison à rénover aujourd'hui, j'aurai pas le temps de faire mes rénovations avant de pouvoir faire la fin des déductions. Et donc, du coup, donc la valeur, elle va perdre toute la déduction fiscale. Donc la valeur de ces biens-là à rénover à ce moment-là vont dégringoler en fait. Je prends un exemple numérique. Si vous avez une maison qui est offerte à 1,5 million à l'heure actuelle et avec 300 000 francs de rénovation, vous auriez une maison à 2 millions parce qu'il y a une prime à la rénovation. Mais sur ces 300 000, à l'heure actuelle, vous pouvez les déduire de vos impôts et donc, on va dire un taux marginal de 1/3. En gros, ça sera 200 000 francs effectifs. Et après l'entrée en vigueur, ça sera 300 000 francs effectifs et donc ce bien de 1,5 million passe à 1,4 million. Et inversement, sur les constructions récentes, ça va faire monter les prix? Je pense que sur tout ce qui n'a pas besoin de rénovation, il y a une petite augmentation. De nouveau, c'est une question d'offre et de demande et du parc entier. Et c'est vrai que tout ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre, puisque à l'heure actuelle, le jour où la taxe sur la valeur locative est abolie, posséder un bien immobilier, c'est comme un bien qui vous donne les dividendes, mais qui ne sont plus taxés. Donc tant mieux et un lift pour tout le monde. Patrice Chauffa, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.